Bienvenue dans ce chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en étant chez elles. Bonne écoute. À la Bibliothèque des mémoires, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, moi, je suis Philippe, j'ai 61 ans, je suis fonctionnaire et je travaille à l'Agence régionale de santé où je suis chargé de mission accès aux soins de ville. Je suis arrivé à Mayotte en août 2023, donc ça fait à peu près 18 mois, mais j'avais déjà connu Mayotte pour la période de 2017 à 2020. Voilà. Est-ce que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type, un autre événement climatique, style tremblement de terre, tsunami, Alors, j'ai vécu plusieurs événements de ce type, on va dire. Donc, je suis originaire de la Guadeloupe, donc nous sommes un département touché par ce type de phénomène. Donc, dans mon enfance, déjà ma grand-mère nous en parlait beaucoup, et j'en ai vécu 3 quand j'étais en Guadeloupe. Et j'ai aussi vécu un tremblement de terre en Guadeloupe, et ainsi qu'un tremblement de terre, plusieurs tremblements de terre à Mayotte dans dans la période de 2017 à 2020, où on nous avait dit qu'il y avait la naissance d'un volcan. Donc voilà, donc c'est tremblement de terre et cyclone, donc c'est quelque chose qui n'était pas que je n'ignorais pas. Voilà. Beaucoup de gens ont cru que ça n'allait pas toucher Mayotte. Est-ce que toi t'y as cru et si oui, comment tu t'y es préparé? Euh, alors, oui, effectivement, on dit toujours, on nous a toujours dit que Mayotte était épargnée par ce type de phénomène climatique, les cyclones, parce que bien coincé dans le canal du Mozambique, protégé protégé par Madagascar. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc il y a ce qu'on dit, et ensuite, euh, quelques jours auparavant, le préfet avec les élus locaux, on va dire les décideurs au niveau départemental, avait fait une réunion informant la population que l'événement que nous allions vivre, euh, c'était pas comme avant, donc il fallait prendre ses précautions, d'être très vigilant. Donc j'ai adhéré à cette précaution et je m'y suis préparé. Voilà. Chez toi, tu as fait comment? Euh, donc j'ai un appartement assez bien sécurisé, donc j'ai surtout fait un stock d'eau et de nourriture et acheté une radio avec des piles. Voilà, c'est des choses que j'ai connues en Guadeloupe, et donc c'est un réflexe, ça a été un réflexe pour moi. Et d'autant plus que j'ai été militaire, on nous a appris aussi à réagir assez rapidement quand un événement hors norme allait se produire. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu le passage du cyclone? Alors, je dirais, bon, ça c'était le samedi. Alors moi, c'était le samedi dans la journée, donc je dirais que j'ai bien dormi. Et la force du vent sur les volets m'a réveillé le matin. Voilà, donc j'ai levé mes volets, voilà, et j'ai vu que ça soufflait très fort. Il y avait un peu de pluie. J'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a aussi un peu marqué, car c'était pas un phénomène avec beaucoup de pluie, c'est beaucoup de vent, mais très peu de pluie, voilà. Et ensuite, quand ça soufflait trop fort, ben, j'ai baissé les volets et j'ai attendu. Il y a eu des infiltrations d'eau dans mon appartement par des VMC, mais rien de grave, quoi, voilà. J'ai eu un volet roulant en plastique cassé. Bon, je pense qu'il serait métallique, il serait resté. Donc voilà, mais rien de grave, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué après le passage du cyclone? Alors, après le passage, oui, donc je suis pas sorti de chez moi le samedi, donc bon, de toute façon c'était pas autorisé. Et donc je suis sorti chez moi donc le dimanche après-midi, j'ai été voir à l'extérieur comment cela se passait. Et bon, moi je suis sur Kawini, et quand j'ai vu les bangas qui entouraient, comment dirais-je, l'immeuble où je suis, où j'habite, effectivement j'étais assez terrorisé par le fait de voir toute cette tôle plaquée au sol. Et donc voilà, je me suis dit, est-ce que les gens étaient
ont été se mettre à l'abri ou est-ce qu'ils sont en dessous, quoi. Voilà. Ça, je crois que c'est ça qui me marquera, c'est le fait d'avoir vu toute cette zone plaquée au sol. Voilà. Et je me suis demandé, voilà, où sont les habitants? Voilà. Où étaient-ils? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter l'après-Chido jusqu'à aujourd'hui? Euh, alors, le fait d'avoir vu ces dégâts le dimanche après-midi, je dirais, j'ai été assez angoissé. Et le fait aussi qu'il y a eu, c'était le deuxième jour sans électricité et avec la chaleur et l'humidité. Donc, euh, cette angoisse a fait que j'ai dormi à l'extérieur de chez moi. J'étais sur le balcon, voilà. Et je crois aussi que les voisins et les voisines ont fait la même chose parce que on ne pouvait pas tenir à l'intérieur de l'appartement. Et sinon, après, le lendemain, lundi, j'ai repris mon travail comme si de rien n'était, entre guillemets. Et donc, je me suis mis à disposition de ma hiérarchie et j'ai fait le travail qu'on m'a demandé de faire. Je suis un administratif et donc j'ai aidé à faire, à monter une salle de crise, à aller faire du carburant, à mettre du carburant dans les véhicules. En fin de compte, tout quoi. Là où on avait besoin de quelqu'un, voilà. Donc, et ce travail-là. En fin de compte, ça m'a occupé la tête et je n'avais pas à me dire j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de nourriture, voilà. C'était voilà. Voilà. Donc voilà, le travail m'a permis de ne pas penser à tout cet environnement désolé, voilà. Ça a été très dur pour beaucoup de personnes, ce passage de cyclone. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup pendant le passage et même après? Alors l'après-cyclone, en fin de compte, euh, je sais pas comment qualifier je pense encore que j'y suis encore parce que les habitations ne sont pas encore debout, à part les mangas qu'on a relevés 2 semaines après. Ça aussi, c'est aussi une image qui va se aggraver car la, comment dirais-je, la résilience des personnes qui habitent ces logements qui ont pu remettre sur pied en 2 semaines leur habitation, comment dirais-je, très légère. Et aussi toute la végétation qui manque. Donc, l'après-cyclone est difficile à voir parce que il y a encore les stigmates dans l'environnement. Donc, voilà. Même les embouteillages ne sont pas encore revenus comme avant, je dirais. Donc, pour moi, nous sommes encore dans une période de cyclone, même si, voilà, l'après-cyclone, pour moi, ce serait quand la plupart des stigmates seront effacés. Voilà. Peut-être dans 6 mois, on parlera de l'après-cyclone, mais après 6 semaines, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur la gestion de l'événement? Ah, alors, sur la gestion de l'événement, alors je dirais les autorités ou les personnes en charge de gérer ça, bon, j'ai trouvé certains à hauteur de leur mission, de leur poste, et d'autres en complet décalage, notamment le personnel politique, comment dirais-je, hors Mayotte, euh, qui en venant visiter, pour moi, d'un point de vue personnel, ont plutôt, comment dirais-je, accru la charge de travail des personnes ici, des autorités chargées de les accueillir, voilà. Donc, on aurait pu attendre pour faire des voyages présidentiels et ministériels, voilà. Euh, une fois, j'ai été faire du carburant et il y avait aussi les policiers là qui chargés d'assurer la sécurité. Et j'en ai vu un qui était extrêmement fatigué. Il était du midi et sous le soleil, très fatigué. Et j'ai pensé à lui quand j'ai vu que c'est Noria ministériel, présidentiel. Voilà. Euh, donc voilà, cet homme aurait mérité d'aller se reposer plutôt que d'aller assurer la sécurité des autorités. Voilà. En visite. Cette dernière question est libre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une remarque, une anecdote, quelque chose? Oui. Alors,
Au niveau des informations, bon, j'ai recoupé ça avec les membres de ma famille qui sont pas à Mayotte. Et donc, par rapport à ce qu'ils voyaient à la télévision, entendaient à la radio, et par rapport à ce que je vivais. Et donc, il y avait effectivement un décalage. Mais je pense que ce décalage dans la, comment dire, dans la gravité, on accentuait cette gravité, était peut-être nécessaire pour ne pas détourner justement le regard des autres sur ce territoire meurtri euh, en période de fête. Donc, je pense que en exagérant un peu le phénomène sur le terrain, a fait que ceux qui ne l'ont pas vécu euh, se sont mobilisés pour aider la population mahoraise. Car si c'était que des brèves au niveau, comment dire, au niveau de l'information, je ne pense pas que ça leur aurait eu ce retentissement. J'ai même entendu que les Taïwanais avaient envoyé de l'aide à Mayotte. Et donc, si on a entendu parler de Mayotte à Taïwan, c'est que ça valait vraiment le coup. Voilà. Voilà. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.